Pierre, très content de te retrouver pour cette nouvelle émission du Data Sommelier. Alors, mon fil d'actualité est rempli de Snowflake, il est rempli de Google, il est rempli de Databricks, il est rempli de DuckDB. Enfin, c'est des sujets dont je parle assez régulièrement. Et il est trop peu rempli de Teradata. Et c'est aussi pour cette raison qu'on se parle aujourd'hui, parce que j'avais envie de parler Teradata et parce que c'est une marque que je connais depuis très longtemps. Et quand j'ai atterri dans le monde de la data, c'était fin des années 90, 98, où je me fais racheter par une boîte américaine. Bah, Teradata était partout le premier pour faire des systèmes analytiques. Et l'analytique, c'était égal Teradata. C'était comme ça. Et je crois que tous les concepts dont on parle aujourd'hui ont été largement inventés, mis en prod sur des systèmes hyper scalables il y a plus de 30 ans déjà. Et donc, j'ai l'impression, est-ce que je m'avance en disant que Teradata a quasiment tout inventé et tout, ouais, et tout peaufiné il y a déjà 30 ans? Je sais pas, j'ai pas l'impression de m'avancer beaucoup en disant ça. Donc, en tout cas, merci d'être là pour nous refaire un petit brief de ce que c'est que Teradata. Aujourd'hui aussi, on va parler évidemment d'AI et de toutes les nouveautés qui vont sortir bientôt. Donc, Pierre, à toi le micro. Bonjour. Merci de me recevoir aujourd'hui dans Tatanosco. C'est avec plaisir que je vais pouvoir partager un peu ce que nous sommes aujourd'hui, ce que nous voulons délivrer à nos clients, à nos utilisateurs, et effectivement basé sur toute l'expérience qu'on a pu engendrer depuis eh bien, plus de 45 ans, 47 ans maintenant. Ouais. Alors au-delà des concepts qu'on a pu inventer, c'est surtout notre capacité à mettre ces concepts en production à l'échelle des grandes entreprises. On n'a pas tout inventé, mais on a inventé une partie, certes, mais surtout ce qu'on a fait, c'est rendre possible des choses qui pouvaient être vues comme impossibles avant. Ouais, effectivement. Alors, j'ai mis, tu sais, sur la petite vignette, j'ai mis depuis 1979, mais c'est bien ça, hein. Ça Oui, existe tout à depuis fait. cette date-là et Alors, les premiers concepts sont nés à cette époque-là. exactement. Énorme. Donc moi, je suis Pierre Motion. Je suis Customer Solution Architect chez Teradata depuis 12 ans maintenant. J'ai toujours baigné dans le monde de la data depuis que j'ai commencé à travailler, dans le monde du décisionnel et de l'analytique. Beaucoup de Teradata dedans, même avant de joindre Teradata, mais avec d'autres technologies aussi avant. Et donc, une nouvelle fois, je suis vraiment ravi de représenter Teradata. Aujourd'hui, on se définit comme la plateforme de connaissances pour une IA autonome. Donc, on a engendré toute la connaissance et notre capacité à analyser, à préparer les données pour la rendre disponible pour une IA efficace, performante et autonome. Ok, bah écoute, Et on va parcourir c'est très dans ensemble la comment tendance, on fait ça, absolument. Ok, bien sûr. super. Vous nous connaissez en grande partie tous pour être, comme tu l'as dit, et comme tu nous as découvert dans la fin des années 90, comme la solution pour faire du décisionnel, du BI, de data warehouse d'entreprise. On a pris toute cette connaissance, toute cette robustesse, cette efficacité, cette performance pour la faire évoluer et amener plus à nos clients. On est une solution, et ce qui a été la révolution dans les années 70-80, fortement paralysée, MPP en anglais, qui permettait de gérer des données à l'échelle, au terabyte en 79, c'était déjà énorme. Et puis après, on est passé aux 10 terabytes, et puis aux 100, et puis aux pétabytes, etc. Donc toutes ces solutions très performantes de puissance de calcul, on l'a fait évoluer pour faire de plus en plus d'analytique dedans, de plus en plus sophistiqué. Hein. Au départ, c'était des jointures, des reporting, la BI, quoi. Et puis petit à petit, on s'est dit pourquoi ne pas l'utiliser pour faire de la statistique avancée? Pourquoi ne pas l'utiliser pour faire du machine learning, du deep learning, et puis aujourd'hui de l'IA? Et puis pourquoi aussi ne faire que des données structurées? Pourquoi ne pas héberger d'autres types de données et pouvoir les analyser avec ces techniques analytiques dont j'ai parlé? Et donc, on a petit à petit fait évoluer notre base de données pour qu'elle intègre des nouveaux formats de données, notamment issus de l'IoT, notamment avec du XML, ensuite du JSON, et puis ensuite ça a été du Parquet, du CSV, etc. Cette solution, il y a plus de 10 ans maintenant, on l'a portée dans le cloud Mhm. pour pouvoir bénéficier des nouvelles technologies, des nouvelles avancées que nos partenaires créent dans le cloud. Et pour pouvoir apporter surtout de nouvelles fonctionnalités de déploiement beaucoup plus rapides, de l'élasticité, etc., qu'on avait du mal à fournir en prémisse.
C'est le Teradata 2.0 d'il y a 10 ans. Donc, toutes les données, toutes les techniques analytiques et aussi dans le cloud. Et quand je dis aussi dans le cloud, on a continué et on continue encore aujourd'hui de fournir notre solution on-premise. Ouais. Alors ça, je trouve c'est une grande force, surtout en ce moment, hein, avec les revers que l'Europe subit. Avoir une base installable on-premise, je crois que enfin, je trouve que ça reste un gros avantage. Oui, tout à fait. Pour des industries, et il y en a de plus en plus qui souhaitent maîtriser leur environnement dans leur data center, avec un certain niveau de sécurité qu'ils maîtrisent, de confidentialité qu'ils maîtrisent, souveraineté. C'est très intéressant d'avoir cette technologie toujours très avancée qui leur permet de faire autant presque fonctionnellement qu'ils peuvent le faire dans le cloud, limitation de ressources évidemment. Ouais, C'est très intéressant pour eux. Étant donné que c'est le même logiciel, ils peuvent à tout moment changer de politique et avoir même, et c'est certains de nos clients l'ont, des environnements à la fois on-premise pour certains cas d'usage, certaines données qui nécessitent un certain niveau de souveraineté, et à la fois une plateforme dans le cloud pour des données qui sont éligibles à être processées dans le cloud. ouais. Alors on est à ISO fonctionnalité Tout sur les à features? fait. Ouais, La, d'accord. la seule chose qui change, c'est la manière dont on va opérer le logiciel. Dans le cloud, on va dire, bon, bah, si je veux 10 fois plus de ressources, eh ben, en un clic bouton, on a 10 fois plus de ressources. Ouais, En bah, premise, il faut que le client ait prévu une infrastructure qui permette de le faire, et c'est rarement le cas pour être honnête. OK, d'accord. Bon, ça fait sens. OK. Euh, et donc, à partir de ce 2.0, on est au 3.0 aujourd'hui, où on automatise un maximum les tâches, où on va encore plus loin dans l'hébergement de nouveaux données ou dans le processing de nouveaux données avec des images, avec du son, avec des vidéos, avec des documents texte, du PDF, etc. Et puis, on héberge de plus en plus d'IA pour permettre de processer ces nouveaux formats de données avec du vector embeddings, par exemple, et du vector store. Et puis, pour faire du RAG, et puis de la connexion ou de l'hébergement de modèles LLM AI dans la base ou à travers des API pour se connecter aux leaders du marché que peuvent être OpenAI ou les services Gemini de Google, etc. D'accord, donc on se rapproche d'un all-in-one, c'est-à-dire, format structuré, non structuré, AI, vector, tout ça dans Exactement, un c'est seul. l'ambition. C'est D'accord, la plateforme de connaissance d'une entreprise dans laquelle va se sourcer l'IA et, lorsque c'est possible, s'exécuter même l'IA pour éviter d'avoir à sortir les données et rendre OK, efficace la plateforme et le processus. OK, Donc très voilà clair. qui nous sommes aujourd'hui et vers quoi nous tendons de plus en plus. OK, Et toujours, cette évolution, en apportant, les mêmes différenciateurs qu'on a pu apporter ces 30-40 dernières années, c'est-à-dire mise à l'échelle au niveau de l'entreprise, donc des pétabytes et des pétabytes de données, des milliers d'utilisateurs pour des milliers de cas d'usage, en évitant de recréer des silos de données, en évitant de créer des nouveaux produits de données pour chaque cas d'usage, mais en essayant de réutiliser au maximum les données. Donc on évite la déduplication et puis, héberger des processus d'une très grande variété, toujours sur une même donnée, heu, pour un maximum de cas d'usage. ouais, De d'accord. manière Non, il y a un truc qui me revient en mémoire, c'est que, ce qui m'avait impressionné, bon, au-delà de la technologie, déjà à l'époque, c'est le niveau de compétence des consultants, ah Teradata oui, qui c'est opéraient sur le terrain. Bah, déjà, c'était des champions de la modélisation, chose qu'on a peut-être un peu oubliée aujourd'hui, hein, avec les data lakes, on met tout, on vrac dans le data lake et on verra plus tard ce qui se passe. Je me rappelle de la pertinence de ces consultants, c'est des vrais cadors et oui, ils maîtrisaient ces aspects de modélisation sur le bout des doigts. oui, tout à fait, c'est un troisième bullet point que j'aurais pu mettre ici, que j'aurais dû mettre même, c'est l'expérience. Ouais, L'expérience à la fois dans les humains, mais aussi dans l'entreprise, à avoir créé des savoir-faire, à avoir créé des accélérateurs, à créer de la connaissance et la partager au sein de l'entreprise avec nos clients, qui est effectivement très importante et qui l'est d'autant plus aujourd'hui où les besoins explosent. L'IA reproduit beaucoup de choses que fait l'humain. Elle va accéder les données. Si la donnée n'est pas bien organisée, si elle n'est pas bien modélisée, l'IA va pas toujours répondre de la même façon, va pas répondre aux exigences des métiers, du régulateur, etc. Donc, la modélisation, l'organisation des données est encore plus importante aujourd'hui qu'elle l'était hier. Et ouais. donc, notre expérience est en effet essentielle. Ouais, ouais, mais on va y revenir. Tu sais, le contexte engineering, la sémantique linéaire, on est obligé d'y passer, donc on va remettre ces concepts fondamentaux en avant, c'est obligé. Tout à fait.
Donc voilà, il y a cette mise à l'échelle au niveau d'entreprise qui est encore plus importante aujourd'hui que hier. L'efficacité, donc on a un moteur extrêmement efficace, performant, qui est né on-premise, effectivement, mais être né en on-premise, c'est un avantage parce que ça nous a permis de se concentrer sur l'efficacité du moteur plutôt que de se dire bon bah on a besoin de plus de puissance, bon bah on va rajouter des ressources. Non, nous on peut pas rajouter de ressources facilement on-premise, donc il faut toujours travailler à ce que le logiciel soit le plus efficace possible avec les ressources qu'il a à sa disposition. Et ça, quand on l'a porté dans le cloud, c'était extrêmement efficace. C'est que oui, certes, on peut ajouter des ressources à la volée, hein, autant qu'on veut, mais on va le faire que vraiment au dernier moment quand on est sûr que les ressources qui sont à notre disposition sont utilisées le mieux possible. Et c'est ce qu'on fait avec notre logiciel. Ouais, mais très d'accord avec toi. Je suis, très d'accord sur le fait que les algorithmes développés à l'époque du temps où les ressources étaient, encore plus chères et encore plus rares, les Mmh, algorithmes sont faits aux petits oignons et sont faits pour la performance. Alors mmh, aujourd'hui, maintenant, on a de la ressource en masse et ouais, on s'en occupe plus trop et je suis pas certain que les algorithmes soient aussi tunés que ce qu'on faisait à ouais. l'époque. Alors on s'en occupe plus trop, la Ouais. tendance est, un petit peu, à Mmh. regarder un peu plus, maintenant quand même, hein. Sur ces Ouais, 2-3 dernières années, il y a ouais, on revient, les gens ont on y revient. compris, hein, l'impact à la fois économique et puis, bon, écologique aussi. Donc ils regardent de plus en plus quand même, hein. Très Il d'accord. faut être honnête là-dessus. Et puis la prédictabilité, hein, je ne sais pas si tu te souviens, mais c'était déjà le cas dans fin des années 90. Teradata, c'était connu parce que, bah, tu doublais le nombre de ressources, bah, tu allais 2 fois plus vite ou tu pouvais héberger 2 fois plus de traitements. Et puis ça, comme ça, c'est une ligne droite à l'infini presque. Donc c'est très facile de savoir, bah, prédire la performance et prédire surtout les coûts. Donc Ouais. l'efficacité et la prédictabilité fait que c'est très intéressant pour nos clients d'utiliser notre plateforme, surtout dans ces temps de rigueur et de contrôle de soutenabilité que OK. recherchent nos clients. Et puis la robustness, hein, beaucoup de clients, c'est un de nos défauts en fait. C'est une qualité qui est un de nos défauts. On est tellement robuste qu'on tombe rarement en panne, on a rarement des problèmes, si bien que des fois on n'est pas très visible dans la chaîne des décideurs parce qu'ils ne nous entendent pas parler de nous, parce que ça ronronne, parce que ça marche très bien. Bah, c'est Ouais, quand même une qualité avant tout, avant d'être un on défaut. est d'accord. Donc voilà, et puis donc l'expérience dont merci, tu as parlé était très importante. Tout ça au service de plus en plus de cas d'usage, au-delà de la BI traditionnelle, d'essayer de voir où est mon entreprise, où va mon entreprise, où était mon entreprise. heu, dans des cas d'usage très variés, dans plein d'industries, hein, je ne l'ai pas dit, mais on continue de travailler dans toutes les industries possibles, que ce soit des secteurs, de la finance, le secteur de l'industrie automobile, de la distribution, secteur de la défense, secteur de la construction, de la manufacture, du service, des télécoms, et cetera. Et beaucoup de projets donc dans l'analyse prédictive. Qu'est-ce qui va se passer? Qu'est-ce que je peux faire pour pas que ça se passe ou pour que ça s'accélère? Qu'est-ce que dans ce cas-là, quelles sont les meilleures actions possibles? Comment je peux utiliser l'ensemble des informations de mon entreprise pour donner plus de valeur, à mes projets et puis monter en compétences, accélérer le travail de mes collaborateurs avec l'analyse de documents par exemple, hein, avec du RAG, des chatbots et cetera. Permettre de facilement extraire de l'information, interagir avec l'information de l'entreprise. L'analyse de vidéos, l'analyse d'images pour extraire des informations que je peux utiliser afin de mieux capter mes clients, afin de mieux identifier, des problèmes sur des pannes, de mieux identifier, des des techniques de camouflage dans l'armée. On a travaillé là-dessus, il y a pas longtemps. Heu, Identifier aussi des comportements clients en direct, dans des conversations téléphoniques, dans des chats, dans la façon dont comment dire? Ils utilisent le site web, le site marchand, l'application digitale et puis interagir là aussi en quasi temps réel en fonction des analytiques, qu'on aura pu tourner avec le client ou avec, l'opérateur pour lui dire, qu'est-ce qu'il devrait faire pour accélérer, la vente par exemple. Et puis toujours, bah, du décisionnel, mais là un peu plus performant, un peu plus autonome, un peu plus efficace, pour mieux diriger, les décisions de l'entreprise. Ouais, Donc donc voilà, on a élargi le scope grâce à ces nouvelles données et ces nouveaux analytiques. d'accord, tous les, use cases, de l'OLAP et au-delà, effectivement et je sais qu'il y a pas mal de choses qui s'annoncent sur l'AI, tu en parleras un peu plus Oui, tard dans bien la sûr. présentation, effectivement. Oui, oui, tout à fait. Donc
toujours avec la même capacité de paralléliser un maximum possible pour rendre plus performant, plus à l'échelle l'ensemble des traitements. Avec toujours la même, comment dire, la même idée de au maximum essayer de prendre l'analytique et le pousser là où sont les données, plutôt qu'aller d'exporter les données vers l'analytique. Ouais, Alors d'accord. évidemment, les gros LLM de ChatGPT ou de Sonnet, Opus, et cetera, on va pas pouvoir, ils sont trop gros, ils ne logent pas dans notre base de données, on va pas pouvoir les distribuer dans chaque unité de traitement. Mais et c'est de plus en plus populaire, des LLM spécialisés, des SLM sur des sujets très bien précis, on va pouvoir facilement les importer, les exécuter à l'échelle sur notre base de données fortement paralysée. Et puis les Ouais. autres, les gros, dont j'ai parlé, via des API, en SQL ou en Python, complètement intégrés dans notre solution, on va pouvoir les interroger facilement aussi. OK. Là, je vois que tu as un silo, enfin un pavé, Knowledge et Document Intelligence, donc ça sert évidemment les RAG. Je suppose que tout est Oui, intégré, hein? C'est-à-dire que tu n'as pas besoin de composants additionnels pour faire un système RAG. Tout est intégré? oui. Alors on a intégré à la fois en, comment dire, en apportant des nouvelles fonctionnalités à notre technologie, notamment avec un vector store, et puis des API pour pouvoir interagir avec, et puis des partenariats ou des intégrations avec des outils spécialisés. On n'a pas créé de modèle LLM pour faire du vector embeddings. On utilise des modèles open source, des modèles partenaires, par exemple ceux d'NVIDIA en prémisse. Ouais, d'accord. Et puis pour ce qui est la chaîne d'intelligence, pour pouvoir interroger les vecteurs, etc., là aussi on utilise des modèles ou des intelligences développées par NVIDIA en premise, mais ça peut être du Bedrock sur Amazon ou d'autres technologies similaires dans les cloud providers. Donc OK. notre point fort là a été de créer un vector store et ensuite de s'intégrer au maximum avec ce qui se fait de mieux sur le marché. OK. Bon, la roadmap semble claire de ce côté-là. Oui. Donc pour aller un peu plus dans la technologie, voici un graphique qui représente par couche un peu ce qu'on peut proposer aujourd'hui. Comme je vous l'ai dit, nous sommes disponibles à la fois on-premise et dans les clouds publics, nos partenaires Microsoft, Amazon et Google. Et quand je dis nous sommes disponibles, c'est as a service sur les services standards de nos partenaires, hein. On n'a pas décidé de fournir des appliances et d'héberger des appliances dans leur région, Ouais, hein. On utilise les services natifs de nos partenaires dans le cloud. d'accord. Et puis, on construit des services au maximum cloud ready, on-premise aussi dans nos appliances et surtout depuis 2-3 ans avec un gros partenariat avec Dell pour fournir des appliances le plus évolutifs possible, les plus performantes possibles. OK, Au niveau- d'accord. Au-dessus de ça, on a les données évidemment. On a toujours la capacité d'héberger des données dans notre base de données, hein, et là on fournit de plus en plus on supporte de plus en plus de formats de données. Mais notre première stratégie, c'est de s'ouvrir au maximum au reste du monde, des nouveaux formats de stockage, et notamment les Iceberg, les Delta Lake et les Woody qui sont de plus en plus populaires et de plus en plus utilisés. Donc, Ouais. nativement, on peut écrire, lire des données Iceberg, Delta Lake dans Teradata. Ouais, j'en ai Oui, beaucoup parlé ça, et au niveau des meet-up aussi, qu'on a pu organiser. Iceberg, on en parle depuis 3 ans et je commence à voir la maturité du oui, système, hein, et l'adoption et effectivement le côté, multi-engine, je pense que c'est comme ça bien qu'on va sûr. faire, hein. Des gros workloads, assignés à certains engines et puis d'autres workloads plus light, qui seront Voilà. traités par des engines plus légers tout On simplement. on peut enfin avoir une architecture dans laquelle on se dit, on va pouvoir choisir le meilleur moteur pour le meilleur cas d'usage. Ouais, on est d'accord. Alors le risque, quand même, c'est qu'on ait beaucoup de moteurs. Chacun choisit son moteur pour son cas d'usage et tout. Mais au-delà du risque, il y a un besoin et je pense que le besoin est très intéressant et donc nous, on est complètement dedans. C'est vraiment une grosse stratégie chez nous et la OK. stratégie par rapport à ça, c'est d'être le moteur le plus performant possible sur des grands volumes et des requêtes très très très, comment dire? Très complexes. OK. Bon, au-dessus de ça, on a la plus de capacité de calcul. Heu, Depuis longtemps, on est capable de faire de ce qu'on appelait l'active data warehousing, c'est-à-dire, ouais, au lieu d'être en bout de chaîne de l'analytique dans un système d'information, on est au milieu. On donne de la valeur à la data et on la redistribue au maximum aux applications opérationnelles. Ce D'accord, qu'on donc appelle du de transactionnel. On est capable de faire du transactionnel, de s'engager sur des temps de service, d'accès à la donnée en dessous de la seconde
dans Teradata. En même temps qu'on fait du décisionnel, en même temps qu'on fait du machine learning, de l'IA sur la même donnée. D'accord, transactionnel au sens OLTP du terme, peut-être pas quand même, Au si? sens plutôt lecture du terme qu'on peut faire du temps réel, etc., mais on ne sera jamais à un niveau des bases de données opérationnelles transactionnelles. D'accord, OK. Mon mot transactionnel, il est sur l'idée, je suis capable de diffuser l'information et de la rendre accessible dans des temps opérationnels très courts. OK, d'accord, très bien. Mais on n'est pas dans du écriture-lecture sans arrêt. Et ça, on peut le faire à la fois sur du CPU pour du traitement classique et à la fois dans le cloud, mais aussi on-prem, sur des GPU pour de l'inférence ou pour de la création de modèles qui nécessiteraient de la GPU. Je OK. reviendrai là-dessus tout à l'heure. Et dans le cloud, sur des ressources élastiques, on va pouvoir ajouter des ressources à la demande, isoler des ressources lorsqu'on en a besoin. Par-dessus cette puissance de calcul, on a de plus en plus de fonctions analytiques qu'on a développées nous-mêmes. Les fonctions standards de régression linéaire, logistique, des arbres de décision, ce genre de choses, qui sont très performantes, développées en C dans notre plateforme. Et puis de plus en plus d'ouverture avec des fonctions ou des partenaires qui vont, exécuter leurs fonctions dans notre plateforme. Ouais. On a un Vector Store, je l'ai dit, on a un Feature Store qui permet d'accélérer la gestion de variables, l'utilisation de variables communes au travers de plein de projets de data scientist, de manière très simple. Bring Your Own Model, c'est notre capacité d'aller prendre des modèles créés ailleurs dans notre technologie, dont des modèles SLM, dont j'ai parlé tout à l'heure, et les exécuter à l'échelle sur notre plateforme. Les API pour aller chercher des modèles qui sont ailleurs que chez nous. Et puis un serveur MCP, aujourd'hui c'est un standard et chacun se doit d'avoir un serveur MCP pour faciliter l'accès et l'usage de nos capacités, et notamment dans le cas de l'IA et des LLM. Ouais, MCP en 18 mois, ça a fait le tour du monde. Exactement, exactement. Toujours au-dessus de toutes ces fonctions, ces capacités de calcul, ce stockage, on a un gestionnaire de charge qui ne cesse d'évoluer, qui cesse de plus en plus performant, de plus en plus facile à utiliser parce que quand on rajoute des capacités, au bout d'un moment, ça devient un peu compliqué. On essaie de le simplifier, notamment avec du langage naturel, etc., et des outils, le MCP, etc. C'est une grosse force d'avoir ce gestionnaire de ressources qui permet vraiment de réguler sur une même plateforme tout en laissant une souplesse aux utilisateurs et puis une élasticité, mais qui permet de réguler qui a le droit de faire quoi, à quel moment, avec quel niveau de puissance. Et donc, quand on est dans un environnement contraint, notamment économique, c'est très important d'avoir ce genre d'outils. D'ailleurs, on voit que nos concurrents de plus en plus travaillent là-dessus. Ouais, donc une stack très complète. Oui. Et puis plein d'interfaces. On nous associe souvent au SQL. On a une interface Python très très évoluée aujourd'hui qui permet presque de fournir une interface. On a l'impression d'être dans Spark et pourtant c'est Teradata. Donc voilà. D'accord. Beaucoup de choses très modernes, mais toujours très performantes et robustes avec Teradata. Et toujours le BTEC des années 90 qui est toujours le BTEC, mais le BTEC de plus en plus est généré automatiquement par des outils, soit Teradata, soit externes, type un code, qui permet de générer du code sans avoir à trop se soucier du type de code qui est D'accord. généré. Ouais, très clair. Mais de plus en plus de Python, etc. On va annoncer très prochainement, ou ça a déjà été annoncé, une plateforme pour accélérer le déploiement, l'usage de l'IA à l'échelle dans les entreprises en utilisant notre technologie et notre plateforme fortement paralysée. Ça s'appelle Teradata AI Studio. C'est un ensemble de fonctionnalités à la fois pour coder, pour programmer, pour créer des agents, pour superviser ces agents, pour déployer ces agents, pour évaluer les modèles, pour superviser ces modèles, pour les mettre automatiquement en production, ce qu'on appelle ModelOps. Voilà, tout un tas de briques qui seront disponibles à la fois on-premise, à la fois dans le cloud, pour développer et déployer de l'IA à l'échelle. D'accord, donc pour les data engineers, pour les devs, pour les AI engineers, ouais, pour toute Tout à la... fait. Avec une bibliothèque de LLM, avec une gestion de droit, etc. Des LLM qu'on aura embarqués dans notre technologie ou des LLM extérieurs via des API pour faire du vector embeddings, pour faire n'importe quel cas d'usage qui nécessiterait des modèles externes et machine learning, deep learning ou LLM. D'accord. Alors, Tout ça intégré.
Et il me vient à l'esprit que bon, il y a quand même un module qui s'appelle le DBT, de DBT Labs, qui est Oui, hyper utilisé sur toutes les plateformes, hein. Ils ont eu un succès phénoménal, surtout la version, DBT Core qui est, open source. Aujourd'hui, oui. ça peut être, intégré Tout dans à Thérapie. fait, il est déjà utilisé, ça fait bien 2-3 ans maintenant que c'est utilisé par un certain nombre de clients et un grand nombre de clients, à la fois on-premise pour DBT Core et à la fois, dans Cloud pour DBT classique ou DBT Core. On a des connecteurs que nous on délivre. DBT a travaillé avec nous là-dessus. Donc oui, oui, quand tu as parlé de Bitec, j'aurais dû réagir là-dessus. De plus en plus, nos clients utilisent ce qu'on appelle la modern stack, des Airbyte, des DBT, des Airflow pour l'orchestration, etc. Tout Ouais. à fait inscrit dans cette tendance-là. D'ailleurs, nous, euh, à la différence de certains de nos concurrents, on n'est pas tellement dans la construction de tout ce qui est autour de notre plateforme, hein, l'orchestration, le LT, le reporting, etc. Nous, on a toujours été cette plateforme où on se dit, on prend le meilleur pour chaque chose. Et depuis 10 ans, on dit le meilleur, il se trouve souvent dans le monde open source ou dans le monde libre. Et donc, on s'adapte à ce monde-là et on crée des connecteurs, on crée des intégrations plutôt que créer des nouveaux produits. D'accord, donc c'est DBT ready. Et sur cette partie, Exactement. AI, je suppose qu'il y aura C'est un des, peu la même chose. ouais. D'ailleurs, quand je vous dis iStudio, c'est finalement une intégration, une concaténation et comment dire, une création d'un environnement qui va aller chercher tout ce qui se fait mieux de l'open source et qui le met au niveau d'une entreprise. OK, très bien, très clair. Donc ça, ça va être, annoncé ou c'est quasi disponible, c'est ça? Oui, tout à Voilà, fait. bon, très bien. Alors, je sais que tu as prévu une petite vidéo, il y a une Oui, démo. Je oui, switch sur la j'ai- scène, oui, vidéo. Ça marche. voilà. Donc ça, c'est notre interface qui est à la fois disponible dans le cloud et on-premise. Et qui va être, comment dire, l'interface numéro un de l'ensemble de nos utilisateurs, qu'ils soient data scientist ou data analyst ou administrateur. Et le premier outil, auquel ils vont faire appel, bah, c'est un outil en langage naturel qui permettait de chatter avec les services fournis par Teradata et puis, la base de données et les fonctions analytiques, qu'elle propose. Il s'appelle Terry et facilement en langage naturel, c'est un peu la vidéo, on va pouvoir, bah, lui poser des questions, sur, ce que j'ai dans ma base, ce que j'ai comme données, lui demander de faire des analyses, lui demander d'administrer, de donner des droits pour les administrateurs, sur des objets, et cetera. Donc ça va être le premier point d'entrée. Je vais accélérer un peu la vidéo pour que ça aille plus vite. Voilà, là, je vais lui demander, aide-moi à faire une analyse de churn sur mes clients, bancaires. Donc, il va aller automatiquement. Alors ça dépendra quels outils j'aurais créés dans mon MCP et comment j'aurais exposé mes données, ma couche sémantique, etc. Mais là, on a tout bien fait, évidemment, c'est fait par Teradata. Et donc, on va pouvoir bah, faire de l'analyse de churn là, automatiquement en langage naturel à travers cet outil Thierry. On va pouvoir faire du RAG de la même façon avec des documents PDF qu'on aura ingérés ou des documents vidéo ou de l'audio, etc. avec d'autres menus sur cette interface. Mais voilà, c'est pour vous montrer un peu le Teradata d'aujourd'hui. C'est pas du BigTech, c'est pas du TPT, ça l'est encore. Mais de plus en plus, bah, c'est du interactif en langage naturel, avec de l'IA, avec du MCP, avec du vecteur et avec toutes les techniques à la pointe qui peuvent être délivrées aujourd'hui. D'accord, j'imagine que ce travail sur cette couche sémantique, elle est, pré-industrialisée, c'est ça? Parce que tu as toutes les Alors, métadatas à dispo et tu peux l'enrichir, j'imagine? oui, tout à fait. Et on va même plus loin. C'est pour ça qu'on parle de base de données, enfin, on parle de base de connaissances, hein, je dis la plateforme de connaissances en introduction tout à l'heure. C'est qu'on va fournir des outils qui va permettre d'accélérer le développement automatique, l'automatisation du développement de la couche sémantique. On va découvrir les données qui sont à votre disposition dans votre data lake et proposer automatiquement des couches sémantiques et proposer des processus pour la mettre en place de manière industrielle. D'accord. Donc on a développé des algorithmes, on utilise des algorithmes pour aller capter la donnée, regarder à quoi elle ressemble, se connecter à des catalogues que vous avez déjà, des Colibra, des Informatica, etc. Et proposer une couche sémantique prête à être utilisée, et puis des produits de données prêts à être utilisés, à être déployés, avec des cas d'usage qui seront accélérés pour pouvoir les utiliser.
OK, C'est donc ça une le plateforme de connaissances. le tout en un et puis, les prochaines annonces, courant mois de Oui, mai, bah, tu peux. Oui, date à laquelle sortira cette vidéo tout donc à fait. heu, Et voilà, et donc tu peux retourner s'il te plaît sur la présentation. Alors ça, on vient de le voir. Et puis une autre annonce, qui va être fait ou, qui sera fait en fonction de la publication de notre entretien ici, c'est une plateforme, qui fait tout ce que je vous ai dit, mais on premise. On l'appelle, donc la nouvelle génération de plateformes. On a toujours fait des appliances, hein, chez Teradata, et les derniers, on les fait avec Dell. Et cette appliance-là permettra d'héberger et d'exécuter de l'IA à l'échelle. Elle permettra aussi de faire du data lake, en hébergeant de l'object store, et elle permettra de gérer avec l'AI Studio dont je viens de parler, tous les projets AI, au sein d'une boîte, on-premise, dans un data center du client, respectons sa souveraineté, et cetera. ouais, bah, écoute, alors Donc moi, ça vous ça a vous en beaucoup de saurez valeur bientôt pour, beaucoup je plus. trouve, de pouvoir être, on-prem, parce que c'est vrai que les plateformes telles que Snowflake qui ont une roadmap impressionnante, des features Tout impressionnantes, à fait. pour moi, le seul truc qui manque, c'est de ne pas être on-prem, heu et là, Oui, c'est le cas, et je oui, pense que tout ça a à fait. beaucoup de sens en ce moment, aujourd'hui même, donc Oui, oui, de plus en plus de nos clients ou de nos prospects, nous font part de ce souhait d'être hybride. Le seul on-premise ne les satisferait pas, le seul cloud ne les satisfont pas. D'avoir cette capacité à être déployé sur les 2 modes de déploiement est vraiment extrêmement intéressant pour eux. Avec toute notre expérience qu'on a on-premise par rapport à la sécurité, évidemment, que l'on fournit nous-mêmes ou à travers des partenaires, dont Thales, dont Protégility ou dont IBM, et cetera, heu, est vraiment très, très importante et très appréciée. alors c'est vrai que sur les plateformes, cloud only, il y a cet intermédiaire, Apache Iceberg qui peut être déporté vers de l'on-prem ou Complètement. un cloud privé. Mais le fait que le moteur tourne on-prem, ça c'est quand même un super Oui, avantage. tout est possible, hein. On a effectivement des clients, qui sont dans le cloud, mais qui ont encore des données dans leur data lake on-premise, alors au format iceberg ou des formats bruts, CSV, et cetera, ou Parquet. Bah, notre moteur, il peut aller regarder qui est dans le cloud, il peut aller regarder ces données-là, si elles sont éligibles à aller être processées dans le cloud et inversement, hein. On a des connecteurs, et d'ailleurs, on a aussi un connecteur dont j'ai pas parlé, qui s'appelle QueryGrid, qui fait de la fédération de données, qui, basé sur des statistiques, va décider où c'est que c'est le mieux de faire des jointures, hein. Est-ce que c'est mieux de la faire on-prem ou est-ce que c'est mieux de la faire de cloud? Donc en fonction des données, la volumétrie des données, et cetera, il va décider automatiquement de où c'est d'abord faire des précalculs, envoyer les données à l'autre système, et cetera. Et cette capacité-là, au-delà de faire du on-prem ou du cloud, d'avoir les 2 en même temps et de faire cohabiter, coexister les 2, est aussi très appréciée. Bon, bah, écoute, super, je vois que, voilà, Teradata est armé pour les nouvelles batailles, Tout à fait, d'aujourd'hui. tout à Bah, fait, et écoute, alors toujours peut-être scalabilité, efficacité et robustesse. le mot de la fin alors? Je pense qu'on a fait le Bah, tour, c'est ça y est, ça, tu c'est avais je prévu, voulais hein? revenir là-dessus, mise à l'échelle, de processus modernes, d'une manière moderne, de méthodes toujours efficaces, toujours avec ses prédictions, ses contrôles de coûts, et cette robustesse qui fait que vous pouvez aller, de manière très confiante, développer ces projets, que ça va marcher et que ça vous ouvre la porte vers, plein de nouveaux cas d'usage et faire progresser votre entreprise. Bon, bah, écoute, merci Pierre pour ce brief et puis, bah, j'attends les nouvelles avec, impatience, hein et puis, Oui, voilà, stay soyez tuned. peut-être plus présents sur les réseaux, encore plus Oui, et je puis, pense qu'on a du travail à faire là-dessus et et on est refaites dessus. parler de vous. Voilà, c'est tout ce Tout qu'on à a. fait. En tout Eh cas, beh, merci. moi, je tiens à te remercier, à nouveau, et puis à très bientôt. À toi et à tout le monde. À très bientôt. You're welcome. À bientôt. À bientôt.